Ça s'est vraiment fait naturellement. En fait, j'ai vraiment pas forcé les choses. J'ai vraiment l'impression d'avoir écouté mon cœur. C'est un peu cucu de dire ça, mais c'est tellement vrai que du coup, tout s'est fait naturellement, petit à petit, et les choses se sont mises en place petit à petit. Mm. Et du coup, non, j'ai pas eu l'impression de. Enfin, j'ai l'impression d'avoir eu de la chance dans mon parcours. Bienvenue Orlane, dans Belle Personne. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Pour commencer les épisodes de Belle Personne, à chaque épisode, je fais quelque chose de un peu particulier. Je fais un texte de gratitude à mon invité. Est-ce que tu es prête à entendre ton texte de gratitude ? C'est parti. Je suis prête. Orlane, quand je pense à toi, je pense à une sorte de fée de la forêt. Un lutin, ou plutôt un elfe de la forêt. Oh. Un elfe. Un elfe un peu particulier parce que c'est un elfe qui a une chaîne Twitch, qui a écrit un livre et qui a commencé à vivre dans un 20 mètres carrés avant de déménager à la campagne. C'est assez fascinant comme elfe, mais ce que j'aime chez toi, c'est quoi ? Pourquoi j'ai autant voulu t'inviter dans ce podcast ? J'admire chez toi ta simplicité, ton amour de la vie simple. Le fait que tu es parti de Paris, que tu as choisi de vivre dans une magnifique maison à la campagne et donc de choisir ta vie, de faire ce choix, de choisir ta vie et tes contraintes, de te comprendre assez pour accepter ce dont tu as vraiment besoin, un environnement qui te ressemble et qui va à ton rythme, sans jamais te mettre la pression. Oui. Et pourquoi ? Parce que quand on est libre, on laisse aussi nos émotions être plus libres. On s'autorise à ne pas aller bien, on s'autorise à tout changer au dernier moment dans un univers qui nous correspond. Et la nature a une énorme place dans ta vie. Elle te permet d'être plus calme, plus apaisée, plus sereine et donc plus en accord avec toi-même. Mais avant d'aller explorer toutes tes émotions et tes doutes, j'avais envie de remonter au début de ta vie et de te poser la question que je pose à tous les invités, c'était quoi la première chose que tu as voulu faire quand tu étais petite ? Ça, c'est une très bonne question. Quand j'étais petite, je voulais être artiste. Ah. Et c'était mon rêve. Mais bon, parce que j'ai grandi dans une famille d'artistes. Mon papa était sculpteur et ma maman peintre. Donc, en fait, je savais que je voulais faire comme eux, quoi, vivre de ce qu'ils aiment. Et, alors, je me disais ça sans vraiment trop conceptualiser exactement dans les détails de savoir comment j'allais faire. Mais dans la manière générale, je voulais être artiste, tout simplement. Et tu sens que c'est quoi qui t'a inspiré à être ça ? Est-ce que tu me parlais du coup de tes parents qui avaient déjà ça, mais est-ce que dans l'univers, je sais pas, dans ton univers, dans ce que tu regardais, dans ce que tu lisais, etc., ça t'inspirait aussi, ou c'est juste tes parents qui t'ont inspiré à cette vocation ? Je pense que c'est plutôt, en tout cas, la plus grosse source d'inspiration, ça a été mes parents. Après, oui, je pense que certaines lectures ou peut-être certains films ont peut-être pu m'inspirer, mais je pense que oui, c'est plutôt mes parents, parce que je voyais qu'ils faisaient ce qu'ils aimaient, et qu'ils étaient heureux, et qu'ils se prenaient pas la tête, et ça avait l'air cool. Surtout que moi, je trouve ça toujours assez intéressant la réponse que j'ai à cette question, parce que en fonction des personnes, il y a beaucoup de gens qui me disent des choses qu'ils réalisent pas du tout maintenant et qui font pas du tout maintenant. Et ce qui est intéressant, en tout cas avec toi, c'est que maintenant, j'ai l'impression que t'es quand même une artiste à ta façon sur Twitch, etc., sur plein de formats différents. Oui. Mais j'ai réussi à créer ça, mais de créer comme en quelque sorte, je sais pas trop comment expliquer ça, mais je suis une artiste qui a créé son propre truc. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ce que j'ai développé en fait un métier qui me correspond, quoi, du coup, qui colle totalement à mon image. Et ça a été facile d'arriver à
à ce métier un peu divers, enfin un peu couteau suisse, on va dire. Ça s'est vraiment fait naturellement. En fait, j'ai vraiment pas forcé les choses. J'ai vraiment l'impression d'avoir écouté mon cœur. C'est un peu cucu de dire ça, mais c'est tellement vrai que du coup, tout s'est fait naturellement, petit à petit, et les choses se sont mises en place petit à petit. Et du coup, non, j'ai pas eu l'impression de. Enfin, j'ai l'impression d'avoir eu de la chance dans mon parcours. Ouais. Mais je pense aussi que on se dit toujours ouais non mais j'ai de la chance, franchement ça arrivait tout seul, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un énorme facteur où on se donne l'opportunité d'avoir de la chance. Et... Oui aussi, ouais, bien sûr. Et puis on met les choses en place pour que ça se passe aussi. C'est que j'ai été vers ça. Donc forcément j'ai fait des études, j'ai fait une licence à la Sorbonne en art plastique, un master en art image du vivant. Donc déjà j'avais des études qui m'ont poussé là-dedans et donc oui, ça a vachement aidé aussi. Mais ouais, je sais pas trop quoi dire, mais oui, c'est vrai que j'ai eu l'impression que c'était facile. Mais bon, après, c'est vrai qu'on va vers ça. Forcément, on s'oriente vers les choses qui nous font aussi envie. Je pense qu'on n'a pas trop la pression financière aussi, mais moi c'était ça aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'avais pas du tout cette pression financière de me dire il faut que je gagne un SMIC, que je gagne un salaire, parce que mes parents étaient au RSA, ils avaient pas de thunes, et donc j'étais pas du tout stressée avec l'argent, et je me disais que en fait c'était normal de pas trop avoir de thunes et que je m'en sortirais quoi qu'il en soit. Je voyais mes parents qui trouvaient toujours des solutions et du coup je savais que je m'en sortirais en fait. Donc ça m'a pas trop freiné ce côté financier qui peut faire peur à beaucoup de gens, je pense. Et tu penses que encore maintenant c'est quelque chose qui t'attire pas du tout, l'argent? En fait, alors maintenant je vois que j'arrive à vivre de mes activités, ce qui est assez récent. Ça doit faire à peu près un an et demi que j'arrive à vraiment gagner ma vie, mais justement vraiment juste ce dont j'ai besoin. Et je me posais la question de si un jour je gagnais beaucoup mieux ma vie et tout. Et en fait, là, je me rends compte que ce que j'ai aujourd'hui, c'est un peu le but de... Enfin, je rêvais de ça, quoi, vraiment de réussir à pouvoir payer mon loyer avec ce que j'aime. Et aujourd'hui, je suis arrivée à ce but-là et je crois que j'ai pas spécialement envie de plus. Enfin, en tout cas, ce que j'ai aujourd'hui me convient parfaitement. J'ai ce qu'il faut pour payer mon loyer, me nourrir, et je suis dans un environnement qui me correspond. Et en fait, je suis super heureuse et je cherche pas... Enfin, ce que je veux surtout, c'est stabiliser ma situation. Après, si je gagne plus, c'est toujours un plus, étant donné qu'à terme, j'aimerais vraiment partir dans un projet d'autoconstruction pour une maison. Donc, il faut que je mette de l'argent de côté quand même. Mais sinon, sans ça, je pense que je cherche pas beaucoup plus. Non, pas vraiment. Mais je suis bien d'accord et je sens que c'est aussi quelque chose qui est pas facile à atteindre aujourd'hui avec dans le monde dans lequel on vit. À toujours à vouloir plus. Mon capitalisme n'est pas pour rien, mais... Ouais. Mais je pense que c'est vraiment pas facile, et de se créer un environnement sain, safe, où on sait que quoi qu'il se passe, tout va bien se passer, et que on va arriver à manger, à payer notre loyer, à payer le chauffage, etc. C'est aussi beaucoup d'opportunités à se créer, de réflexion sur soi-même, de se demander de quoi j'ai vraiment besoin. C'est ça. Et je pense que on devrait tous se poser la question, parce que je pense que inconsciemment on a tous envie d'avoir plus, mais quand on se contente déjà de ce qu'on a, et quand on fait le point un peu sur nos vies sur en fait j'ai pas besoin de plus, j'ai déjà assez dans ma vie en termes d'argent, en termes de nourriture, de besoins même professionnels, etc. Oui, moi je parle souvent d'ailleurs de sobriété heureuse, qui est totalement, en fait, c'est totalement ce dont on parle actuellement, qui est vraiment de se satisfaire de l'essentiel et de vivre juste avec ce qu'on a, mais ce qui veut pas dire se priver ou arrêter de vivre, de faire des choses, mais juste de vraiment prendre le temps de se poser et de voir, en fait, est-ce que ce que j'ai là me convient, est-ce que j'ai envie de plus, et que ce soit par des actions du quotidien, des achats, plein de choses, en fait, ça vient toucher tout plein de points. D'une vie, et ça fait du bien de se poser, de réfléchir à ça, je trouve. Et comment ça t'est venu, ce concept de sobriété heureuse? C'est à tes parents ou Je pense que c'est un mélange un peu de tout, puisque mes parents étaient finalement là-dedans. Quand j'y pense maintenant, avec mon regard d'adulte, ils étaient là-dedans. Et puis moi, ça a été surtout quand j'ai vraiment changé de mode de vie, il y a à peu près 7 à 8 ans, je crois, où en fait j'ai vraiment une prise de conscience, où j'étais encore à Paris d'ailleurs à cette époque-là, où j'ai vraiment tout changé. Je suis passée au zéro déchet. Enfin, vraiment, j'ai eu cette prise de conscience écologique où j'ai tout changé quasiment du jour au lendemain. Ça a été hyper rapide. Et du coup, la sobriété heureuse s'est imposée à moi. Je pense que je la pratiquais déjà en quelque sorte, mais sans vraiment la conscientiser ni m'en rendre compte.
Et après, j'ai vraiment compris en fait que ça avait beaucoup de sens d'agir comme ça, enfin, en tout cas pour moi, et que c'était très en cohérence avec tout le reste du coup. Et voilà. Puis après, c'est aussi suite à pas mal de lectures, Pierre Rabhi, des personnes qui m'inspirent aussi un peu, qui eux parlent de ce concept-là, et je me suis dit, en fait, c'est totalement ça. Donc j'ai mis un mot sur ce que je pratiquais en quelque sorte. Ouais, je comprends. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné ? Oula, c'est une question compliquée, ça. Le pire conseil qu'on ait pu me donner. Et il peut ne pas y en avoir, hein. C'est aussi un très bon... C'est vrai que là, j'en ai pas tout de suite... J'en ai pas sous le coude, parce qu'en fait, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir aussi un peu de la chance, par exemple, pour tout ce qui est professionnel. Moi, j'ai embrassé une voie qui n'était pas spécialement très classique et qui aurait pu faire peur à ma famille. Et en fait, j'ai toujours été soutenue par mes proches quand je leur ai dit que je voulais faire des études en art, qu'après, je me lançais à mon compte comme artiste, photographe à la base, parce que j'avais un statut d'artiste-auteur à la base, et ensuite j'ai ouvert un statut micro-entrepreneur quand je me suis lancée sur YouTube et sur Internet. Et à aucun moment, on m'a dit non, c'est une connerie ce que tu fais. On m'a toujours soutenue, donc de ce côté-là, j'ai pas eu de mauvais conseils, puisque j'ai toujours l'impression d'avoir été soutenue. J'avoue, j'ai pas d'exemple là tout de suite sur des mauvais conseils qu'on aurait pu me donner. C'est positif, je trouve. Souvent, Ouais, c'est clair. ça veut dire que tu les as... Soit il y en a pas eu, donc c'est très bien, soit il y en a eu, mais tu les as... ils sont pas restés en tête et ils ont pas été entendus assez fortement, quoi. Ouais. Et c'est quoi ta plus grande fierté à ce jour ? Je crois que c'est ce que j'ai réussi à construire toute seule. Vraiment, la communauté que j'ai réussi à créer à travers les réseaux sociaux et tout ce que je fais sur Internet. Je crois que je suis super fière de ça, d'avoir réuni plein de gens et qu'on ait créé une super communauté de gens qui pensent un peu comme moi et vraiment en partant de rien, parce que du coup, je suis vraiment partie de rien du tout. Je crois que c'est ça, ouais. Mais parce que j'ai pas trop de temporalité, ça fait depuis combien de temps du coup que tu fais des choses sur Internet dans le sens même juste publier tes photos, etc. Alors du coup, mes photos, ça fait quand même au moins 10 ans, je pense. J'ai commencé par une page Facebook et ce genre de choses, et puis ça a pris un petit peu, j'étais plutôt contente. Et après, je me suis lancée sur YouTube, je crois, il y a 5 ans peut-être. Je dirais 5 ans, je crois. Et après, Twitch, du coup, c'est très récent. Oui. Mais donc ça, en tout cas, depuis que je m'expose sur Internet, peut-être une dizaine d'années, je pense, avec la photo, en tout cas en premier. Et à peu près, ouais. Mais je trouve ça intéressant de voir aussi comment ça évolue. En fait, j'ai toujours ce truc... moi, je sens qu'en ce moment, je suis beaucoup dans une phase d'évolution dans tous les domaines de ma vie. Ouais. Et du coup, je vois aussi que ma plus grande fierté, c'est pas juste un travail ou un épisode de podcast qui est sorti ou quelque chose comme ça, mais de voir aussi l'évolution que tu as et ce que tu peux construire sur le long terme et pas juste sur un contenu que tu as pu faire ou une vidéo. Voilà. C'est ça, exactement. Ouais. Je suis complètement d'accord. Oui, de voir l'évolution, parce que de toute façon, on change aussi très très vite. Et j'ai l'impression de plus du tout être la même personne que j'étais, même si je suis toujours la même personne, mais au point de vue, j'ai l'impression d'avoir vraiment vraiment évolué en 5 ans. Là, ces 5 dernières années, j'ai vraiment l'impression de m'être métamorphosée, mais vraiment d'avoir l'impression d'avoir trouvé vraiment une vie dans laquelle je me sens bien et d'avoir vécu une vie parallèle avant presque. Ouais, je comprends. Mais de vraiment plus... c'est un peu la métaphore du Pokémon, mais j'ai l'impression que tu as des nouvelles strates, des nouveaux âges. T'es en mode excusez-moi, alors ça, non, j'étais plus d'accord, mais du coup, mais de voir aussi ça comme pas un échec ou une réussite ou quelque chose de mal ou de pas bien ou de bien, mais de juste voir ça comme c'est un nouvel apprentissage. Et j'ai interviewé pour la saison 3 de ce podcast de Belles Personnes une personne qui est psychologue et podcasteur. Et il me disait, en fait, le plus important et là où tu te concentres, c'est pas sur tes échecs ou sur tes réussites, c'est sur ton évolution. Et sur comment tu arrives face à tes échecs, soit les surmonter, soit en apprendre. Et quand c'est des réussites, de pas juste te dire, bon, bah c'est bien, et puis je passe à autre chose, mais de
voir comment tu peux aller encore mieux, etc. Ouais, exactement. De rebondir là-dessus et d'en faire une. Mon grand-père me dit souvent cette phrase, et c'est vrai qu'elle est. Moi, je la trouve cool parce que ça a été un peu une phrase qui m'a suivie tout au long de mon parcours de jeune adulte. Et il me disait souvent, enfin, il me le dit toujours d'ailleurs, tout ce qui tue pas rend plus fort. Et c'est pas mal, je trouve que c'est une bonne phrase qui motive. Il a encore une grande place dans ta vie, ton grand-père? Oui, je suis très très proche de mes grands-parents maternels, du coup. J'étais encore avec eux hier, du coup, c'était l'anniversaire de ma grand-mère. Et oui, ils ont une je suis très très proche d'eux et ils m'ont beaucoup soutenue, en plus au moment où je me suis lancée, j'ai fait mes études en art plastique, ils ont été très présents à un moment de ma vie où ça allait pas bien du tout, c'est vraiment, ils m'ont aidé à remonter la pente, vraiment ils ont été très présents et je leur dois énormément, quoi. C'est vraiment... je suis très proche d'eux. J'allais dire on leur fait des bisous s'ils écoutent, mais je ne pense pas qu'ils écouteront ce podcast. Peut-être, si c'est possible. Peut-être. Si, parce qu'ils suivent vraiment ce que je fais, donc c'est possible que quand ils vont voir que j'ai participé à un podcast, c'est très possible qu'ils aillent écouter le podcast. Donc on les salue. Voilà, on leur fait des gros bisous. La tagline de Belle Personne, le slogan, on va dire, c'est la fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient. D'accord. Et c'est quoi ce qui te retient encore beaucoup dans ta vie, dans tes projets, pour ne plus avoir peur? Je sais que je suis quelqu'un qui, par exemple, sur tous mes projets vidéo, ce genre de choses, qui aime bien tout faire. J'ai beaucoup de mal à déléguer, par exemple. J'aime bien tout faire toute seule. Et là, d'ailleurs, c'est un gros souci puisque je suis en projet d'un court-métrage sur lequel je ne peux pas travailler toute seule. Donc, il faut que je travaille avec une équipe. Et du coup, c'est un gros travail sur moi de réussir à lâcher prise. Donc, il y a ça. Et puis... par exemple, une des grosses peurs que j'ai eues en déménageant, et c'était une des choses qui m'a freinée le plus et qui m'a peut-être fait réfléchir beaucoup avant de quitter Paris, c'est le fait aussi, même si je suis quelqu'un de très solitaire et qui aime passer du temps toute seule aussi, c'est quand même de m'éloigner de tous mes proches et qu'on m'oublie. La peur de l'abandon et de l'oubli, quoi. C'est un truc qui, je pense que beaucoup de gens connaissent. Donc ouais, il y a ces trucs-là qui me freinent un peu, je pense, pour certains projets. Et tu sens que ça... Donc tu parlais de délégation, etc. Tu sens que ça touche quoi en toi? C'est qu'elle part un peu, tu sais... pour la énième fois, il y a quelqu'un qui m'a conseillé de regarder Vice Versa il y a quelques jours, donc j'ai enfin regardé Vice Versa, et dans le dessin animé, tu sais, t'as les différentes émotions, etc. Tu sens que c'est un peu quelle émotion que ça touche face à ça, de te dire je peux pas déléguer, je peux pas déléguer parce que je sais tout faire, ou parce que je suis capable de tout et que j'ai pas envie de octroyer mon travail à d'autres personnes. C'est quelle part qui parle? En fait, il y a déjà le côté, la peur, même si c'est un peu délicat, je sais pas trop comment expliquer ça, mais le fait que les projets que je crée, par exemple sur YouTube, les vidéos que je fais, c'est des choses qui sont à la fois très artistiques et très personnelles, donc en fait tout est très clair dans ma tête. Et du coup, le fait de devoir expliquer, par exemple, à des personnes ce qu'elles doivent faire ou quoi, j'ai peur que ce soit pas toujours exactement comme je veuille. J'ai aussi cette fierté de me dire je suis capable de tout faire, et ça c'est un peu bête, mais de me dire que je peux faire tout toute seule et que du coup, et c'est très frustrant de déléguer, par exemple pour un court-métrage. Mon plus grand rêve, ce serait d'être réalisatrice de films à terme, de créer des films, quoi, vraiment raconter des histoires, c'est ce que j'adore. Et quand tu es réalisateur ou réalisatrice de films, finalement tu fais très peu c'est toi qui crée l'histoire et tout, mais après, t'as un monteur, t'as un étalonneur, t'as quelqu'un qui prend le son et tout. Et je trouve, ça me fait hyper flipper de plus être présente au cœur du projet, même si tu l'es toujours, mais de tout faire. Et là, actuellement, je fais tout. Et du coup, c'est ce qui me fait du bien. Et d'avoir peur que mes projets, s'éloignent peut-être de ce qu'ils étaient à la base dans mon cerveau. Et j'ai peur de ça. Ouais, je comprends. Et puis j'ai un peu ce côté de me dire je peux tout faire toute seule, j'ai besoin de personne, mais parfois c'est pas évident. Alors je vais te rassurer, même pour moi c'est mon travail, de dire à des gens vraiment c'est possible de déléguer, et l'important c'est de structurer et d'avoir de la clarté sur ce qu'on fait. Vraiment j'y suis confrontée même en ce moment.
dans une phase de structuration avec un de mes clients et ça demande beaucoup de remise en question face à moi-même aussi, de me dire non mais pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre, moi je sais déjà tout gérer toute seule. Ouais, bah oui. Et du coup, c'est assez challengeant de se dire bah non en fait, enfin oui c'est possible mais sur le long terme soit tu continues comme ça, soit tu fais un burn-out, soit on n'atteint pas ce qu'on a envie d'atteindre. Ouais, c'est ça. J'en parlais avec un ami justement il y a quelques temps. Il me disait, en fait, lui aussi est très solitaire et il fait beaucoup de choses seul. Et il me disait, en fait, seul, on a plus de mal à faire des choses et quand on est à plusieurs, on peut faire beaucoup plus de choses. Et je me souviens que je lui ai répondu, ça m'a fait très mal de prendre conscience de ça, mais ouais, je sais que parfois à plusieurs, on réalise plus de choses aussi, quoi. Donc, et ça nous permet d'aller plus loin et de pouvoir développer nos projets. Et donc bon. Après, voilà, il y a des choses qui peuvent se faire seules et d'autres à plusieurs, donc il faut trouver un équilibre. De toute façon, c'est toujours une question d'équilibre. Et tu sens qu'aujourd'hui, au moins ton équilibre de vie, tu l'as trouvé? Tu parlais du coup de t'éloigner de tes proches, etc. Et tu sens que même face au fait que tu t'éloignes de personnes auxquelles tu tiens, ça te rassure quand même d'avoir un espace sain, un environnement, des poneys qui sont là quand tu fais du dessin. Sans que ça te rassure? Ouais, franchement, j'ai l'impression d'avoir trouvé l'équilibre parfait, en tout cas qui me convient en ce moment. Après, les choses changent et peut-être que je changerai. Mais là, le fait de m'être éloignée de Paris, alors ça m'a fait super peur. J'ai réfléchi à ça plus d'1 an avant, peut-être même 2 ans avant de le faire. Et là, l'avantage, c'est que du coup, je peux rentrer à Paris un peu quand je veux. Donc dès que je sens que j'ai pas trop le moral ou que j'ai besoin d'avoir des proches, je reviens à Paris. Et puis mes amis viennent aussi me voir un peu de temps en temps. Mais du coup, je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre entre ville et nature, quoi. Vraiment, dès que j'ai besoin d'être seule, je reste dans ma maison à la campagne. Et puis si j'ai besoin d'un peu de bruit ou de vie, je reviens à Paris. Je comprends. C'est vraiment cool. De trouver aussi cet équilibre c'est pas grave de pas se flageller, de se dire je reviens là où je suis partie, quoi. Exactement. Et puis voilà, c'est ce que je me dis. De toute façon, si je sens que ça va pas, j'ai juste à prendre un train et ça fait vachement relativiser pour le coup. Ouais, je comprends. C'est quoi la dernière preuve d'amour que tu as donnée? La dernière preuve d'amour que j'ai donnée, c'est une bonne question. Là, par exemple, j'ai été voir. Après, je sais pas si c'est une preuve d'amour, mais j'ai été voir ma grand-mère pour son anniversaire. J'ai pris une journée pour passer la journée avec elle, en fait. J'essaye d'être. Enfin, je suis quelqu'un d'assez proche avec ma famille et tout, donc j'ai l'impression de donner des signes d'amour assez régulièrement, que ce soit mes amis, ma famille, mon amoureux. J'ai l'impression que ça a un impact, en tout cas, même si t'es loin, ton entourage familial a quand même un impact fort dans ton quotidien, non? Ouais, très, 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 très fort. Je suis quelqu'un qui... je suis très attachée à ça. Parfois même peut-être à trop me prendre la tête aussi sur certains points, et je pense que mon rapport avec ma famille est très... très particulier, je sais pas trop comment expliquer ça, mais ma famille est hyper importante pour moi, bien que je sois quand même quelqu'un qui prenne ses distances et qui les voit pas non plus tous les jours. Je suis quelqu'un qui passe pas de coups de fil, par exemple, j'appelle jamais ma famille, voilà. Mais j'ai quand même ce besoin de montrer que je suis présente et que je suis là pour eux, et que s'il y a un souci, ils peuvent compter sur moi, et j'ai quand même besoin de garder un contact avec eux et d'aller les voir quand même dès que je peux, en fait. Et oui, parfois d'ailleurs, je peux même beaucoup me prendre la tête en me disant mince, ça fait très longtemps que j'ai pas été les voir, il faudrait que j'y aille et tout, et donc du coup d'essayer de trouver une solution pour remédier à ça. Je peux me prendre beaucoup la tête d'ailleurs avec ça, je pense. Je comprends, oui. Et c'est quoi la dernière preuve d'amour que tu as reçue? Ce sont des bonnes questions. Merci. J'ai l'impression de recevoir un peu tout le temps. C'est super. J'ai beaucoup de chance d'être vraiment bien entourée, d'avoir des amis, vraiment d'avoir des proches qui sont vraiment hyper
hyper top. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc j'ai l'impression de recevoir plein de petites doses d'amour tout le temps en fait. Des petits shots d'amour qu'on m'envoie comme ça et qu'on m'injecte régulièrement. Et ça fait vachement de bien. Un peu bizarre cette phrase, des doses d'amour qu'on m'injecte, c'est un peu bizarre comme phrase. Ouais, c'est un peu particulier, mais sorti de ce contexte. C'est vrai. Mais oui, je vois le truc et je sens que même si moi maintenant je suis en coloc, etc. et je suis assez solitaire, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu discutes avec quelqu'un, même si c'est une discussion un peu random, t'as un truc de ah putain, mais en fait cette personne elle m'a quand même apporté quelque chose, même dans ah salut, ça va, comment est-ce que tu deviens. J'ai l'impression que c'est aussi ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment même le fait que quelqu'un prenne de tes nouvelles par exemple. Je trouve que c'est une preuve, enfin moi ça me touche énormément le fait que quelqu'un prenne de mes nouvelles, qu'on ait une pensée pour moi ou qu'on me dise j'ai pensé à toi en lisant ça. Enfin tu vois, c'est pour moi c'est que des petites doses d'amour comme ça, ce que je disais, hyper régulières, ou quelqu'un qui t'appelle. Enfin je trouve que c'est des choses qui ouais. C'est quoi la dernière chose que tu as faite pour la première fois? C'est très marrant comme question. La dernière chose que j'ai faite pour la première fois, déménager à la campagne toute seule. Ça, c'était un truc que j'avais jamais fait. Je crois que c'est le dernier truc que j'ai fait que j'avais jamais fait. Ouais. Et du coup, c'était il y a combien de temps? C'était il y a longtemps, non? C'était il y a 6 mois. Ah, c'était je crois que c'était il y a plus longtemps. En février, du coup, fin février. Ouais, un petit peu plus de 6 mois. La question que j'aime, qui est plus intéressante par rapport à cette question, c'est qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Un truc assez intéressant, c'est que, en fait, déjà j'en étais capable, et qu'en fait, il y a ce truc un peu de écouter le scientifique ou écouter le poète. Et pour le coup, là, j'ai vraiment écouté, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir écouté le poète, c'est-à-dire le scientifique m'aurait dit oui, mais déménager à la campagne, c'est risqué, tu vas t'isoler, il y avait plein de choses qui me disaient qu'il fallait pas que je le fasse. Et en même temps, mon cœur me disait que je devais le faire et ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je le fasse. Et du coup, j'ai écouté cette partie-là de moi, malgré toutes les peurs et tous les risques qu'il y avait à faire ça. Et en fait, j'ai eu aucun regret. Enfin, j'ai l'impression vraiment d'avoir pris la bonne décision. Et du coup, je trouve que ça m'a appris déjà sur le fait que je suis capable de prendre les bonnes décisions et que j'ai plutôt un bon radar peut-être, que je sais m'écouter, que je me connais en fait. Et donc, ça m'a donné un peu confiance en moi. Cette grosse décision qui était, pour le coup, je pense, un des plus gros changements que j'ai pu faire dans ma vie, et surtout que j'avais vraiment le choix de rester à Paris et continuer ma petite routine, ma petite vie, ou de tout foutre en l'air pour partir à la campagne et de tout changer. Et clairement, c'était vraiment un gros truc, quoi. Surtout qu'en plus, j'ai une peur phobique de l'administratif, de l'inconnu, de tout ça. Donc, c'était vraiment aller à l'encontre de tout ce qui me rassure habituellement. Et, mais surtout, j'ai survécu à ça. Donc, voilà. Mais surtout, je trouve ça intéressant. Moi, ça me fait toujours ça. C'est quand t'as une nouvelle chose, un nouveau truc qui arrive. Ça va faire bientôt 1 an que je suis auto-entrepreneur, donc alors que je fasse ma déclaration, etc. Enfin, ça me met des angoisses, voilà. Ah ouais, je comprends. et vraiment, à chaque fois, tu te dis, quand c'est passé, tu te dis, bon, résultat, je ne suis pas morte, tout s'est bien passé, j'ai toujours vivante. Et c'était, la plupart du temps, t'en avais peur plus que ce que tu pensais vraiment, c'était moins compliqué que ce qu'on croyait. On s'en fait souvent, mais ça c'est quand on a des peurs comme ça, généralement on se monte la tête et on imagine que c'est beaucoup plus compliqué. On crée un monstre de peur. Mais ouais, c'était pareil, moi, quand j'ai ouvert mon statut d'auto-entrepreneur, j'ai mis plus de 3 ans à le faire parce que j'étais terrorisée à l'idée d'ouvrir un statut micro-entrepreneur. Et une fois que je l'ai fait, tout le monde avait dit mais c'est super simple et tout. Et en fait, j'ai fait ah ouais, en fait ça va. Oui, mais c'est... L'inconnu, ça fait toujours très peur. Mais c'est marrant. Moi, c'était Cyrielle, qui est illustratrice, BDiste, et qui avait fait une interview. Et puis à la fin, l'intervieweur lui demandait c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un créatif qui commence sur le chemin de la création. Elle dit la première chose, sois curieux. Et la deuxième chose,
lésigne pas sur l'administratif. Parce que vraiment, en France, on est un pays où il y a des gens qui ont peur de créer juste par le fait de se créer un statut. Et vraiment, j'avais écouté cette interview et je me suis dit, ah oui, en fait, si tu te focalises sur l'administratif, c'est hyper important, il faut que je sois hyper cadré, etc. Bah, en fait, tu perds un temps fou sur des problématiques qui ne sont même pas de ta personne, on va dire, de ton ressort. Oui, exactement. Et elle disait cette phrase que j'aime bien rappeler quand les personnes me posent la question de comment on fait pour déléguer. Elle dit bon, et bah si ça te fait chier, si ça t'agace, tu le délègues. Quand il y a un truc qu'on ne sait pas faire, on le délègue. Quand t'as une fuite d'eau chez toi, t'appelles un plombier. Et bah quand t'as un problème avec ton administratif, t'appelles quelqu'un qui sait le faire. Oui, c'est sûr. Et là, quand tu penses à ça, tu relativises énormément, quoi. Ah bah ouais. Il y a toujours une solution, mais ouais, c'est exactement ça. Et je trouve ça beaucoup plus apaisant d'avoir cette réflexion que d'avoir ce truc de du coup faut que je délègue, du coup faut que je fasse ça, du coup je fasse ça. Et ça te met je vois un peu l'image, c'est dans les bandes dessinées ou dans les dessins animés, des piles de papier qui s'entassent à n'en plus finir et que tu vois même pas la fin arriver. Alors que si tu te dis juste, bon bah, en fait, il faut juste que je trouve la personne, que tu fasses juste une petite to-do list de ce qu'il faut faire, plutôt que des trucs compliqués parce que tu penses que c'est compliqué, alors que c'est juste une vision de ce que ça peut être. Et c'est ça. Tu peux te préserver d'un burn-out. Oui, s'il vous plaît. Pas de burn-out. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aussi des fois tout faire, moi c'est ce que je te disais tout à l'heure, alors qu'en fait parfois il y a des gens compétents qui savent faire ça et qui le font en plus, parfois peut-être même mieux que toi, et que déléguer ça peut... c'est pas mal quand même aussi. Oui. C'est sûr. Même si bon, j'aime bien faire tout toute seule. Non mais je comprends. Il y a un moment où l'état mental fait qu'il faut aussi... il faut déléguer parfois. Oui. Tu étais où il y a 10 ans ? Il y a 10 ans, j'arrivais tout juste à Paris, je crois. Enfin, c'était ma première année à Paris. Ouais, j'ai commencé la fac d'art, je crois. Okay. Ça pique de dire ça, d'ailleurs, c'est horrible. J'ai l'impression d'être vieille. Mais non. Mais non, ouais, je crois que c'était ma première ou deuxième année de fac. Ok. Et donc on va prendre un peu une machine à remonter le temps. Tu dirais quoi à la toi d'il y a 10 ans ? Imagine, t'es devant la Orlane d'il y a 10 ans qui commence sa fac. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais « Aie confiance, tout va bien se passer ». Je lui dirais ça, je pense. Et tu te sentais comment il y a 10 ans pour lui dire « Aie confiance, tout va bien se passer » ? La moi d'il y a 10 ans se sentait comment ? Ouais. La moi d'il y a 10 ans était très curieuse de savoir ce qui allait se passer par la suite, je pense. Elle ne savait pas vraiment où est-ce qu'elle voulait aller. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne voulait pas, en tout cas, elle voulait être créative ou artiste, toujours. Donc c'est pour ça, d'où les études en art plastique, mais elle n'avait pas vraiment de projet, ne savait trop comment allait être son avenir. Et je pense que j'aurais jamais imaginé que ce que je fais aujourd'hui, même si du coup je fais quand même encore de la photo. Et la moi d'aujourd'hui ne sait toujours pas, je me projette pas du tout, je ne sais pas ce que je ferai dans 1 an, 2 ans, c'est toujours pareil. Du coup, ça va pas trop changer. Mais ouais. Et tu dirais quoi à la toi de maintenant ? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre ? Peut-être d'avoir confiance en elle, je pense. Comme la Orlane il y a 10 ans ? Ouais, pour le coup, parce que c'est toujours un truc qui m'est resté, c'est que j'ai pas du tout confiance en moi. Okay. Et que même si je m'expose beaucoup sur Internet et que je montre beaucoup ce que je fais, j'ai tout le temps beaucoup de remises en question. Je suis très, très perfectionniste. Et du coup, j'ai toujours l'impression que c'est pas assez bien ce que j'ai fait. Ouais. Alors que je vois les progrès. Par exemple, il y a encore quelques jours, je regardais des vieilles vidéos que j'ai postées il y a moins de 6 mois et je trouve que j'ai vachement progressé en montage et ce genre de choses. Mais je doute toujours sur la qualité de ce que je produis, en fait. D'accord. Et tu sens que ça impacte d'autres domaines de ta vie ? Dans le sens, est-ce que tu sens que, n'importe quoi, que quand tu fais à manger, tu te dis, j'aurais pu être mieux, etc. Ou c'est vraiment spécifique au fait que tu crées des vidéos ? Ou est-ce que c'est aussi impactant sur tes photos, par exemple ? Ouais, c'est tout ce qui va toucher le côté créatif.
Et parfois, je doute aussi sur le fait d'être une bonne amie, d'être une bonne petite fille, ce genre de choses. Voilà, d'être. Je doute un peu sur tout ce qui me concerne. En fait, je suis quelqu'un qui a tendance à. Comment expliquer ça? Par exemple, je vais donner un exemple tout bête. J'ai vu quelqu'un, j'ai passé la journée avec, et je me dis. Après, j'aurais tendance souvent à me dire merde, j'ai dit ça, mince, j'ai pas été si bien, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça. À beaucoup repenser à ce qui s'est passé, du coup. Oui, je comprends. Et ça me fait ça, pareil sur pas mal de projets artistiques aussi, tout ce qui est relationnel, donc donc peut-être avoir plus confiance en moi. Et encore une fois, moi j'essaye de me rappeler aussi quand j'ai des moments un peu angoissés, de doute, de remise en question et tout, de me rappeler que c'est normal de les avoir et que ça fait partie aussi du processus de la vie, quoi. Et que j'aime bien me penser que même les plus grands ou les plus grandes ont toujours des moments de doute et de tristesse. Après, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes privilèges, etc. Mais... Bien sûr, oui, c'est humain. De toute façon, on se pose toujours des questions. Et, comme j'aime bien me dire, ça me rappelle que je ne suis pas un robot. J'ai un cerveau, voilà. C'est vrai, oui, non, c'est sûr. Et puis, je pense que de toute façon, ces moments de doute et ces moments de faille un peu sont hyper importants et nous aident à grandir aussi. Et c'est important de se remettre en question aussi. Quand même, de toute façon. Donc, c'est très nécessaire d'accepter ses doutes et d'accepter ces moments ces parts d'ombre. C'est des moments d'introspection qui construisent aussi beaucoup. Ouais, en tant qu'être humain. Et puis ça nous permet aussi d'être sur le bon chemin, des fois, à pas écouter trop ses doutes. On fait des choix, on se dit non, j'ai décidé de ça, du coup je continue là-dessus, et potentiellement on va pas sur les bons, on fait pas les bons choix, etc. Et je trouve ça toujours un peu compliqué de revenir sur quelque chose qu'on a acté il y a un an, alors que en fait il y a un an on doutait assez pour pas prendre ses décisions. Oui, exactement. Et c'est fou de se voir à quel point on peut changer d'ailleurs d'un moment à l'autre sur ce genre de choses. Totalement. Et tu dirais quoi à la Orlane dans 10 ans? Tu me disais que tu avais un peu de mal à te projeter, mais c'est une bonne question. Parce que comme du coup j'ai vraiment du mal à savoir... Enfin là je fais ce que j'aime, donc je sais que là ce que je fais actuellement ça me passionne et je suis super contente, mais on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Je suis quelqu'un qui se projette vraiment pas beaucoup, j'ai aucune idée d'où je serai, même dans l'année prochaine. Du coup... je lui conseillerais de continuer à essayer au maximum de faire ce qu'elle aime et de vivre en accord avec ses convictions et d'écouter son cœur toujours. Et toujours d'écouter le poète, surtout plus que son cœur. J'aime bien cette métaphore, je sais pas, cette comparaison. Ça vient d'Elana, un livre du coup qui est pour enfants normalement, mais qui est vraiment super, que je suis d'ailleurs en train de lire en ce moment, mais... qu'on m'a conseillé parce que c'est quelque chose qui touche justement à plein de choses qui me plaisent, et du coup il y a justement est-ce que tu écoutes le cœur, ou est-ce que tu écoutes le scientifique ou le poète, et je trouve que c'est tellement ça veut dire tellement de choses. Moi ça me parle beaucoup, donc je le cite pas mal maintenant. Non, mais de toute façon je vais essayer d'écouter de plus en plus le poète plutôt que le scientifique. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on fait les meilleurs choix, et c'est important de rationaliser par moment, mais souvent c'est avec le cœur qu'on agit, avec nos valeurs et avec ce qui nous porte vraiment, plutôt que des choses rationnelles. Le cœur nous connaît par cœur. Donc, du coup, c'est vrai que, Après, le scientifique est parfois là aussi pour nous rassurer. Ça peut, oui. Je pense que c'est bien de l'écouter aussi parfois, mais il faut trouver un équilibre. Encore une fois, trouver un équilibre. Mais ouais. Et merci beaucoup, Orlane. Écoute, avec grand plaisir. C'était un plaisir de t'avoir dans Belle Personne. Je suis une grande fan de tes live Twitch que je regarde par moments, et de tes vidéos. Donc, ça me plaît super.
Du coup, je vais juste clôturer cet épisode. Merci beaucoup à celles et ceux qui l'ont écouté. Si vous avez envie de continuer à découvrir d'autres personnes, de belles personnes, je vous invite à aller écouter les autres épisodes, à vous abonner, à vous me mettre bien sûr 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous connaissez la chanson. Et puis, je vous souhaite une très belle vie. Continuez d'être des belles personnes. Et encore une fois, ce n'est pas grave de se casser la gueule. Ça fait partie du processus. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Orlan ? Moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui écouteront ce podcast de rester libre et sauvage. Oui. Voilà. Ah oui, je trouve ça très beau. Merci. Avec plaisir.